Bienvenue dans le premier épisode de cette série de vidéos où je vais expliquer la documentation React pas à pas. Donc je vais tout te détailler par rapport à ce qui est dit et ce qu'ils ont expliqué. Avant de commencer, si tu me connais pas, moi je suis Clément Touzé et mon but est de t'apprendre le React plus facilement et plus rapidement. Et si en ce moment tu te sens perdu pour apprendre justement le React, alors clique sur le premier lien dans la description dès maintenant parce qu'en fait je propose une offre d'accompagnement personnalisé sur 30 jours pendant lesquels on va voir ensemble comment est-ce que tu peux t'améliorer le plus rapidement possible en React. Donc en fait je vais te faire un plan étape par étape pour t'améliorer le plus rapidement possible. Et mon but sera en plus de te faire comprendre chaque ligne de code que tu écris pour ainsi de te permettre de réaliser le projet de tes rêves. Voilà, donc si tu te sens perdu en ce moment, clique sur le premier lien dans la description. Donc tout d'abord, on va voir la théorie, qu'est-ce que le React et comment ça fonctionne en théorie. Ensuite, on va voir un peu de pratique avec une application de tic-tac-toe, donc en français un morpion. Pour le point numéro 3, on va voir comment est-ce que tu peux penser en React, donc comment est-ce que tu vas, enfin quelle est la logique que tu vas devoir utiliser pour penser et écrire du code en React. Et enfin, on va voir comment est-ce qu'on utilise réellement et concrètement React, c'est-à-dire comment l'installer et comment faire un projet avec. Donc ce plan, je l'ai juste pris de la documentation React ici quand tu cliques sur apprendre React. Il y a écrit démarrage rapide, c'est juste cette section-là, donc enfin démarrage plutôt que démarrage rapide, c'est toute cette section-là. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc tout d'abord la théorie et tous les concepts les plus importants de React. Donc c'est la section démarrage rapide du site. Ah oui, je l'ai pas montré le site, mais c'est react.dev/learn. Et en fait, dans cette page, c'est un résumé de tous les concepts React les plus importants. Donc eux, ils disent que ça te permettra de découvrir 80% des concepts React que tu utiliseras sans doute au quotidien. Donc la notion la plus importante, la plus fondamentale à React est la notion des composants. Donc en fait, React est une application constituée de composants, et un composant c'est un bout d'UI avec son comportement et son apparence propre. Un composant peut être aussi petit qu'un bouton ou aussi grand qu'une page entière. En fait, un composant c'est un morceau de l'interface qui va te permettre de faire ton site. Donc concrètement, un composant est défini par une fonction en JavaScript. Donc tu as le mot-clé function suivi du nom du composant qui devra contenir cette syntaxe-là, c'est-à-dire un return avec un balisage. Donc en fait, les composants React sont des fonctions JavaScript qui renvoient du balisage. Tu peux aussi utiliser une fonction fléchée pour créer ton composant, mais ça dépend des préférences de chacun. À présent que vous avez déclaré MyButton, vous pouvez l'imbriquer dans un autre composant. Donc en fait, le composant qu'on a créé MyButton, qui est en réalité une fonction JavaScript, peut être imbriqué dans un autre composant. Donc là, le nom du composant est MyApp, qui est aussi une fonction du coup, et qui retourne une div avec un h1 suivi de MyButton. Donc MyButton, c'est du composant, et on sait que c'est un composant parce qu'il commence par une majuscule. Tous les composants en React commencent par une majuscule. Ça te permet de les différencier des balises HTML qui, elles, doivent être en minuscules. Donc les h1, les divs, les ul, les li, toutes les balises de base en HTML seront en minuscules. Donc là, dans un exemple concret, ça donne ça. Donc tu as le code qui est présent juste au-dessus, et ce que ça rend juste en dessous. Donc bienvenue dans mon appli avec je suis un bouton. Là il précise que le mot-clé export default indique le composant principal du fichier. Donc en fait, chaque fichier doit exporter un composant, et l'export tu le fais avec le export default. Comme ça, quand tu importeras le fichier app.js à partir d'un autre fichier, ça veut dire que tu importes le composant myapp dans ce cas-là. Maintenant on passe à la section écrire du balisage avec du JSX. En fait tout ce qu'on a vu jusqu'à là, c'est-à-dire la fonction ce genre de fonction, et ben en fait ça retourne du JSX. Et le JSX, c'est une sorte de HTML un peu modifié. Donc la syntaxe de balisage que vous avez vue, celle-ci avant, s'appelle JSX. Elle n'est pas à proprement parler obligatoire, mais la plupart des projets React utilisent JSX par confort. Donc en fait, toi tu écris du JSX, mais React ensuite va être transformé en JavaScript pur et dur. Ça te permet juste en fait, d'avoir un projet et d'avoir des composants qui sont bien plus lisibles avec la syntaxe JSX. Tous les outils que nous recommandons pour le développement en local prennent en charge le JSX d'entrée de jeu. Donc si je suis le lien qu'ils ont mis, en fait c'est juste pour installer React, et ça c'est ce qu'on verra juste après. Là ils disent que le JSX est plus exigeant que le HTML, c'est-à-dire que tu dois fermer les balises telles que BR, et que un composant, ça c'est super important par contre, un composant ne peut pas renvoyer plusieurs balises JSX. Il faut toujours que tu imbriques des balises que tu crées dans
une seule balise. Donc là, comme tu peux le voir, en fait, ils ont mis un exemple. Tu dois mettre ces deux lignes-là, ces deux balises ici, dans un composant unique, c'est-à-dire un composant, un fragment, c'est-à-dire une sorte de balise vide, quoi. C'est un truc spécial, spécifique en React, ou une balise div. Et en fait, si tu enlèves ces deux balises, donc si je reprends l'exemple juste au-dessus, tu vois, là, on a imbriqué nos deux balises ici, enfin, la balise H1 et le composant myButton dans une balise div. Et cette balise div, c'est finalement celle qui est retournée en première dans le composant myApp. Le truc est que si j'enlève cette balise div, et ben en fait ça va me mettre une erreur qui va dire adjacent JSX element must be wrapped in a enclosing tag. Donc en fait ça veut dire basiquement ben, ce que j'explique, c'est-à-dire qu'il faut envelopper ces deux balises en une seule balise. Pour ajouter des styles à ton React, à ton application React, tu ne vas pas vouloir utiliser l'attribut classe comme en HTML, mais tu vas vouloir utiliser la propriété dans tes balises. Donc là, comme tu peux là, j'ai mis un exemple. L'image, elle prend une classe CSS qui a pour nom avatar, et cette classe CSS devra être mise dans l'attribut className et non classe. Et ensuite, ton fichier CSS, c'est juste du CSS normal. React n'impose aucune façon particulière de fournir des fichiers CSS. Donc en fait, ça va dépendre de quel framework ou quel outil tu utilises pour ton React. Dans le cas de Next.js, donc ça c'est un framework en React, tu as juste besoin d'importer le fichier CSS dans le fichier où tu veux utiliser le CSS. Donc au final, dans cette section, le plus important à retenir est le fait qu'il faut utiliser des class names et non le class. On va passer maintenant à la section afficher des données. G6 vous permet de mettre du balisage dans du JavaScript. Les accolades servent à ressortir dans JavaScript afin d'injecter une variable ou une expression dans votre code et de l'afficher à l'utilisateur. Par exemple, ce code affichera user.name, donc en fait le code juste ici, permettra d'afficher la variable contenue dans la propriété name de l'objet user. Et en fait ça permettra d'afficher directement une variable dans ton code HTML. Parce que normalement cette syntaxe en HTML n'est pas possible. Le plus important à retenir dans cette section est qu'il faut que tu utilises des accolades pour dire que tu veux afficher ta variable JavaScript. Et aussi une autre particularité est qu'en fait cette syntaxe-là avec l'accolade, tu peux aussi l'utiliser dans les attributs de tes balises HTML et de tes composants. Donc par exemple ici, la balise image a un attribut src. Cet src, tu veux le définir à partir d'une variable qui s'appelle ImageURL de l'objet user, et tu peux le faire en mettant des accolades, en passant ta variable directement. Donc par exemple, className égale avatar passe la chaîne de caractères avatar comme classe CSS, mais src égale entre accolade user.imageURL, lit d'abord la valeur de l'expression JavaScript user.imageURL, et ensuite passe cette valeur à l'attribut src. Donc en fait, ce que ça te dit, c'est que ImageURL va être converti en une chaîne de caractères. Vous pouvez utiliser des expressions plus complexes au sein des accolades JSX, par exemple de la concaténation de chaînes. Bon, ça je vais passer parce que c'est juste du JavaScript de base. Dans l'exemple ci-avant, style égale double accolade ne constitue pas une syntaxe spéciale, c'est un littéral objet entre crochets donc, au sein d'une accolade JSX, style égale entre crochets. Donc en fait ce que ça dit c'est que là, dans l'exemple juste au-dessus, en fait la double accolade ici dit que la première accolade signifie que tu vas vouloir utiliser une variable pour l'attribut style, et la deuxième accolade dit que tu crées un objet qui aura les propriétés with et height, qui auront elles-mêmes des valeurs qui seront définies par la variable imagesize.user et aussi imagesize. Maintenant, React peut aussi afficher conditionnellement des composants. Dans React, il n'y a pas de syntaxe spéciale pour écrire des conditions. Au lieu de ça, on utilise les mêmes techniques que pour écrire du code JavaScript normal. Par exemple, vous pouvez utiliser une instruction if pour choisir quel bout de JSX inclure. Donc le JSX, que je rappelle, est une sorte de HTML modifié que tu utilises ici pour faire tes composants. Donc cette syntaxe-là, c'est du JSX et ça permet de dire que content aura la valeur du composant admin panel. Et ensuite admin panel va peut-être lui retourner plusieurs divs qui afficheront des statistiques par exemple. Donc là ça dit que tu déclares une variable content, on est dans le composant. Là c'est pas spécifié mais on est dans le composant. Et dans ce composant, donc tu déclares la variable content. Si l'utilisateur il est connecté, alors content prend la valeur de
l'administrateur, enfin du tableau administrateur, et sinon, ça prend la valeur d'un formulaire de connexion. Et ensuite, tu affiches cette valeur-là. Donc en fait, comme on l'a vu avec la syntaxe juste avant, tu peux utiliser entre accolade content pour afficher la valeur de content. Et sauf que content ici est un élément JSX, c'était un nœud React. Et donc en fait, React va comprendre que tu as défini un élément JSX dans ta variable content, et donc il va l'afficher. Tu as aussi une méthode plus compacte pour faire ça, qui est d'utiliser l'opérateur ternaire conditionnel point d'interrogation, et qui, contrairement à if, marche au sein du JSX en lui-même. Ça veut dire qu'entre deux balises div, tu peux mettre une accolade, et à l'intérieur, mettre cette syntaxe particulière qui dit si je suis connecté, enfin si l'utilisateur il est connecté, donc le if en fait, le si est défini grâce au point d'interrogation ici. Si c'est vrai, donc si cette condition est vraie, tu vas retourner le premier élément. Sinon, donc le sinon est fait par les deux points, tu vas retourner le deuxième élément, juste ici. Et ensuite, tu peux faire la même chose avec le double et, qui permet de te définir en fait une condition mais sans else, donc sans la partie sinon de la condition. Si vous n'avez pas besoin de branche else, vous pouvez utiliser l'opérateur et logique plus court. Donc comme tu peux le voir ici, là si l'utilisateur est connecté, ça retournera uniquement un tableau administrateur. Toutes ces façons de faire fonctionnent aussi pour la définition conditionnelle d'attributs. Si certaines de ces syntaxes vous déroutent, vous pouvez toujours commencer par if-else. Afficher des listes en React est très commun. Tu vas devoir utiliser cette syntaxe assez souvent. Et c'est pour ça que cette partie est dans démarrage rapide. Pour afficher des listes de composants, vous utiliserez principalement la méthode map des tableaux et parfois les boucles for. Par exemple, disons que vous avez un tableau de produits. Donc là, tu peux voir qu'on a une liste de produits, donc un tableau de produits qui contient 3 objets. Tu vas vouloir utiliser la fonction map pour afficher cette liste de produits. Dans ce composant, on utilise la méthode map pour transformer un tableau de produits en un tableau d'éléments li. Donc en fait, là, ton composant, il va retourner une balise ul et il affichera dedans list items. List items qui sera en fait un tableau parce que le point map va te retourner un tableau et chacun des éléments de ce tableau contiendront la valeur qui est retournée ici par la fonction dans le point map, c'est-à-dire une balise li avec à l'intérieur comme valeur product.title. Donc en fait, cette syntaxe-là va te permettre d'afficher une liste du titre des produits qui sont définis ici par chou, ail et pomme. Là, ils ont mis une key égale product.id parce qu'en fait, quand tu utilises le point map et que tu retournes des éléments JSX en React, tu dois définir une propriété key. C'est ce qu'ils disent juste là. Remarquez que li a un attribut key. Pour chaque élément d'une liste, vous devriez passer une chaîne de caractères ou un numéro qui l'identifie de façon unique au sein de cette liste. En général, cette clé vient de vos données, par exemple une clé primaire dans une base de données, donc un identifiant. React utilise ces clés pour comprendre la nature de vos changements, insertion, suppression ou réordonnancement des éléments. Donc en fait, quand tu vas vouloir, imagine que là ta liste, tu avais du drag and drop et que tu voulais déplacer le chou à la place de i, donc inverser les deux finalement. En fait, React va savoir que ta liste ici, enfin React va savoir quel élément afficher dans ta liste. Et donc ils ont mis un exemple, comme tu peux le voir, l'idée ici et la propriété key qu'ils ont, la valeur qu'ils ont mis dans l'attribut key de la balise li, parce qu'il est dans un point map. Et ensuite dans l'exemple, ils ont juste fait en sorte que si le produit est un fruit, alors la balise li renvoie une couleur magenta, sinon dark green. Et comme tu peux le voir ici, donc la pomme ici est un fruit, donc elle est affichée en magenta. Maintenant, tu vas vouloir ajouter des interactions dans ton site, et pour cela, tu vas vouloir ajouter des événements. Donc vous pouvez réagir à des événements en utilisant des gestionnaires d'événements dans vos composants. Donc ce que ça dit ici par vous pouvez réagir à des événements, c'est vous pouvez gérer les événements grâce au gestionnaire d'événements. Et ces gestionnaires d'événements sont par exemple la propriété onClick sur un bouton. Alors déjà comme tu peux le voir, les propriétés de gestionnaire d'événements
sont pas exactement comme en JavaScript de base. En JavaScript, la propriété onClick prend que du minuscule, donc button onClick égale myFunction, et en plus de ça, c'est une chaîne de caractères avec des parenthèses à la fin de la fonction. En React, c'est pas du tout ça. Comme tu peux le voir dans l'exemple ci-dessous du composant myButton, le button ici a un attribut onClick avec un C majuscule, dont la valeur est la fonction directement passée, mais sans les parenthèses. Parce qu'en fait, si tu mets les parenthèses, ça veut dire que tu exécutes la fonction au moment où le composant va être affiché, et bah, c'est pas du coup c'est pas le but de ton composant. Toi tu veux que la fonction soit exécutée uniquement quand tu cliques sur le bouton. Tu dois pas mettre les parenthèses à la fin de la fonction passée au gestionnaire d'événements. Et ensuite la fonction handleClick, donc généralement quand tu passes une fonction, les conventions sont de mettre le mot-clé handle au début de la fonction pour faire comprendre que bah en fait c'est un gestionnaire d'événements par rapport à un on quelque chose. Remarquez que onClick égale handleClick n'a pas de parenthèse à la fin. Prenez garde de ne pas appeler la fonction de gestion d'événements. Vous avez seulement besoin de la transmettre. Donc ça c'est ce que j'ai dit en fait. Si tu mets des parenthèses à la fin de handleClick, ça va appeler la fonction handleClick au moment de l'affichage du composant. Toi tu veux juste transmettre la fonction qui va être exécutée au moment où tu vas appuyer sur ton bouton, bah, du coup là dans ce cas-là, button. React appellera votre gestionnaire d'événements lorsque l'utilisateur activera le bouton. Maintenant pour mettre à jour l'affichage, tu vas vouloir utiliser un état. Le plus souvent, vous voudrez que votre composant se souvienne de certaines informations et les affiche. Par exemple, peut-être que peut-être souhaitez-vous compter le nombre de fois qu'un bouton a été cliqué. Pour cela, il vous faut équiper votre composant d'un état. Commencez par importer useState dans React. Donc useState permet de définir un état qui permettra justement de rendre dynamique l'affichage de ton site, c'est-à-dire que tu vas pouvoir modifier tes variables et que ça affiche automatiquement la nouvelle valeur de cette variable. Donc pour ça, tu vas devoir importer le useState from React. Servez-vous-en pour déclarer une variable d'état dans votre composant. Donc en fait là, tu vas définir une variable count qui, lorsque sa valeur sera modifiée grâce à la fonction setCount, sera réaffichée et sera euh, plutôt actualisée. Donc tu utilises cette syntaxe-là. Un appel à useState vous renvoie deux choses, l'état courant count et une fonction pour mettre à jour l'état, setCount. Vous pouvez leur donner n'importe quel nom, mais la convention largement répandue consiste à écrire something, set something. Donc ta variable est set avec une majuscule au nom de ta variable, suivi du nom de ta variable. La première fois que le bouton est affiché, comptez à 0 car vous avez passé 0 à useState. Donc en fait, useState prend un paramètre qui va être la valeur initiale de ton état, donc de ta variable, qui va être affichée et actualisée lorsque sa valeur change. Lorsque vous souhaitez modifier l'état, appelez setCount et passez-lui la nouvelle valeur. Cliquez sur ce bouton incrémentera le compteur. Donc là, dans l'exemple qu'ils ont mis juste en dessous, comme tu peux le voir, il y a écrit cliquer count fois. Count à la base sera 0. Et lorsque tu vas cliquer sur le bouton, ça va appeler la fonction handleClick. HandleClick qui va appeler la fonction setCount qui qui prend en paramètre count plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1 dans le cas où le bouton a été initialisé. Et donc, en fait, tu vas incrémenter le compteur de 1. React va détecter ce changement de valeur parce que tu as utilisé la fonction setCount et va donc actualiser la valeur ici qui est affichée. Donc ça va faire, au début, ça va faire cliquer 0 fois. Tu cliques sur le bouton et ça va afficher cliquer une fois, automatiquement, juste avec cette syntaxe-là. Attention, si tu n'utilises pas le setCount pour mettre à jour ta variable d'état, elle ne va pas changer. Elle ne va pas se réafficher, elle ne va pas s'actualiser. Et donc, tu vas pas comprendre pourquoi ça marche pas. En fait, c'est parce que t'es pas passé par la fonction setCount. Donc, React appellera de nouveau la fonction de votre composant. Cette fois, count vaudra 1. La fois suivante, ce sera 2, et ainsi de suite. Vous pouvez afficher le même composant plusieurs fois, chacun à son propre état. Cliquez les différents boutons séparément. Donc en fait, là, ce que ça dit, c'est que, tu vois, tu as un composant bouton, MyButton, et en fait, ça veut dire que à chaque fois que tu vas, comme dans l'exemple juste en dessous,
appeler ce button, c'est-à-dire, mettre ce composant dans ton code JSX, alors ça va créer un état en séparé parce que myButton a l'état ici défini dans sa fonction. Et comme tu peux le voir, les 2 boutons ont un état séparé. Donc chaque bouton se souvient de son propre état count et n'affecte pas les autres boutons. Ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le useState, est ce qu'on appelle en React un hook. Et en fait, en React, toutes les fonctions qui vont commencer par le mot-clé use sont appelées hooks. Donc useState, comme je l'ai dit, c'est un hook qui est directement fourni par React. Et justement, React en fournit plein d'autres. Donc vous pouvez trouver les autres hooks fournis dans la référence de l'API. Vous pouvez aussi créer vos propres hooks en combinant ceux existants. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle les hooks personnalisés, c'est-à-dire un hook qui utilise un hook, mais fait par React. C'est ça, c'est une fonctionnalité un peu avancée de React et j'en ai fait justement une vidéo. Donc si tu es intéressé par en apprendre plus lorsque tu auras un peu plus d'expérience en React, ben, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc ça s'appelle Guide complet pour les custom hooks en React. Donc si je me rends dans la référence API de React, tu vas pouvoir trouver tous les hooks dans la section hooks ici, et tu peux voir qu'il y en a pas mal. Donc useEffect et useState sont les plus courants, je dirais, mais t'en as bien d'autres. Partager des données entre composants. Dans l'exemple précédent, MyButton avait son propre count indépendant, et lorsque un bouton était cliqué, seul le count de ce bouton changeait. Donc en fait, en termes de schéma, voici ce que ça donne. Comme tu peux le voir, les 2 boutons du coup ont une variable séparée, et si tu cliques sur le premier MyButton, ça va incrémenter le count que de ce bouton-là. Toutefois, vous aurez régulièrement besoin que vos composants partagent des données et se mettent à jour de façon synchronisée. Afin que les 2 composants MyButton affichent le même count et se mettent à jour ensemble, vous allez devoir déplacer l'état depuis les boutons individuels vers le haut, vers le plus proche, c'est-à-dire vers le plus proche composant qu'ils contiennent tous. Donc dans cet exemple, il s'agit de MyApp. Donc en fait là, imagine que tes 2 boutons que tu as fait dans l'exemple juste au-dessus, ici, tu veux qu'ils affichent le même état, la même valeur, le même count. Eh bien, ils disent que tu vas devoir changer où est-ce que tu mets ton useState, où est-ce que tu mets ton état dans le composant, et pour cela, tu dois trouver le parent commun le plus proche. Et dans notre exemple, MyApp est le parent commun le plus proche, parce que, comme tu peux le voir, MyButton et MyButton, enfin les 2 composants MyButton, sont dans ce composant-là. Donc en fait, tu vas vouloir définir l'état dans le composant MyApp et le transmettre à chacun de tes 2 boutons, à chacun de tes 2 composants, pour qu'ils puissent afficher le même état. À présent, quand vous cliquez l'un ou l'autre bouton, le count de MyApp change, ce qui altère les 2 compteurs dans MyButton. Donc voici comment exprimer la même chose sous forme de code. Pour commencer, faites remonter l'état de MyButton vers MyApp. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire remonter l'état, c'est-à-dire remonter l'état au composant parent le plus proche qui contient les 2 éléments, les 2 composants où tu vas afficher l'état. Et comme tu peux le voir, MyApp du coup contient désormais l'état. Et ensuite, il reste plus qu'à les transmettre à tes composants MyButton. Donc pour cela, tu vas devoir utiliser des props en mettant MyButton count égale count. Donc tu passes la variable d'état à la propriété count de MyButton et la variable handleClick à la propriété onClick de MyButton. Et pour faire ça, tu vas devoir modifier le composant MyButton en passant ici du coup ce qu'on appelle des props en React, c'est-à-dire un objet dans le premier paramètre de la fonction qui définit ton composant. Et cet objet du coup prendra ben, les valeurs que tu veux transmettre à ton composant. Donc là ici count, c'est cette valeur ici, et onClick, c'est cette valeur ici. Les informations ainsi transmises vers le bas s'appellent des props. Désormais, le composant MyApp contient l'état state et le gestionnaire d'événements handleClick, et passe ces 2 informations comme props à chacun des boutons. Pour finir, modifier MyButton pour lire les props que le composant parent lui a passé. Donc ça c'est ce que j'ai dit, tu dois modifier le MyButton et lui passer des props. Lorsque vous cliquez un bouton, le gestionnaire onClick est déclenché, la prop onClick de chaque bouton utilise la fonction handleClick issue de MyApp, c'est donc de ce code-là qui s'exécute. Le code appelle setCount compte plus 1, incrémentant la variable d'état count. La nouvelle valeur count est passée comme props à chaque bouton, de sorte
qu'ils affichent tous ces nouvelles valeurs. Donc on passe la variable count à nos deux boutons pour qu'ils affichent la valeur passée. C'est ce qu'on appelle faire remonter l'état, ou en anglais lifting state up. En déplaçant l'état vers le haut, nos composants peuvent le partager. Et donc tu peux voir ici dans l'exemple juste en dessous, c'est juste le code qu'on a vu juste avant. Quand je clique sur un bouton, ça augmente les deux boutons. Voilà, donc ça c'était pour la partie démarrage rapide de React. Donc en fait on a vu toute la théorie la plus importante pour comprendre et maîtriser React. Donc en résumé, on a vu les composants et le JSX, qu'en fait React fonctionne grâce à des composants qui sont en réalité des fonctions, qui retournent du JSX. On a vu l'utilisation de class name pour le style, donc on n'utilise pas class comme en HTML mais class name pour définir le style de tes éléments HTML et de tes composants. Ensuite on a vu comment est-ce qu'on utilise des variables JS, donc JavaScript, dans le JSX directement. Le JSX qui est le balisage HTML mais modifié, hein, je rappelle, et donc qui comprend que lorsqu'on met une variable JavaScript entre accolades, ça signifie qu'on affiche cette variable sur le site. Le quatrième point qu'on a vu sont les conditions et les boucles. Donc on peut mettre des if-else pour afficher un composant en fonction d'une condition, et qu'on peut mettre directement cette condition dans les balises JSX grâce à la syntaxe entre accolades et l'opérateur point d'interrogation, deux points. Et on a vu comment afficher une liste avec les boucles, c'est-à-dire avec le point map, qui est une fonction sur les listes, enfin sur les arrays en JavaScript, donc les tableaux. Ensuite, on a vu comment rajouter de l'interaction sur le site avec les événements, donc onClick, handleClick, et tout ce qui est on quelque chose. En avant-dernier, on a vu les hooks, donc les hooks qui sont définis par le mot-clé use suivi du nom du hook, et qui permettent justement d'ajouter de l'interaction aussi en React, notamment avec l'état. Et enfin, on a vu comment ajouter des props à tes composants, c'est-à-dire comment passer des paramètres à tes composants. Et donc on fait ça en passant en premier argument à la fonction de ton composant un objet qui contiendra justement les propriétés que tu veux transmettre d'un composant à un autre. Voilà, donc maintenant on va passer à la pratique avec un exemple de jeu de morpion, mais je vais faire cet exemple dans la prochaine vidéo, parce qu'en fait je me rends compte là que c'est assez long le temps de la vidéo. Donc, prochaine vidéo, on voit l'exemple avec le jeu du morpion.